Salut à vous tous, ici Jeff Rose et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors donc, 26 octobre 2021. Bon, il faut dire que c'était une semaine assez mouvementée, disons-le, pour l'agenda de Justin Trudeau. Mais quand même, le 26 octobre 2021, soit mardi, il nous a présenté son troisième cabinet sous sa gouvernance. Et on peut dire que on va y faire une analyse parce que c'est très intéressant. Et aussi, on va remettre plus tard dans la vidéo, remettre en question sur sur l'inclusivité que propose Justin Trudeau. Et vous allez comprendre évidemment tous les détails plus tard dans cette vidéo, comme je l'ai dit. Alors donc, comme vous le savez, chaque cabinet de Justin Trudeau peut composer de nouvelles recrues et c'est exactement ce qui se passe. On a environ 8 ou 9 recrues environ qui se sont ajoutées. Alors donc, je vais vous les nommer évidemment pour que vous les connaissiez. Alors donc, on a Randy Boissonneau, député d'Edmonton Centre, qui va au tourisme. Sean Fraser, député de Nova Centre, qui va à l'immigration. Mark Olin, député d'Ajax, qui est leader du gouvernement à la Chambre des communes. Goldie Hutchin, député de Longridge Mountains, qui s'en va au développement économique rural. Marcy Allen, qui est député de Toronto Centre, qui s'en va au ministère de la Femme, de l'Égalité des genres et de la jeunesse. Elena Jaczek, qui est députée de Markham Stouffville, qui s'en va à l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario. Avant-dernière maintenant, qui est Kamal Khera, qui est député de Brampton West, qui s'en va au ministre des Aînés. Et la dernière et non le moindre, Pascal Saint-Onge, alors donc député de Brome-Missisquoi, qui s'en va au ministère des Sports. Alors donc, c'est un peu tout pour ces nouvelles recrues et tout ça. Alors donc, Justin Trudeau a voulu proposer un cabinet, un rafraîchissement. Certains sont restés, d'autres sont partis. On peut y comprendre Marc Garneau, député de Notre-Dame-de-Grâce Westmount, qui était député de, je veux dire, ministre des Affaires étrangères dans le dernier ralliement ministériel fait par Justin Trudeau. Et bref, on va commencer par les points négatifs, les points positifs, je voulais dire, et les points négatifs. Alors donc, on va commencer par les positifs de ce cabinet-là. Alors donc, on va aller avec Caroline Bennett, qui est au ministère de la Santé mentale et des dépendances. Alors donc, ce ministère-là, c'est nouveau et on peut dire que cela découle toutes des conséquences qu'on peut dire des dépendances. On peut penser à la crise d'opioïdes qu'on a vécue ou encore à l'énorme, disons-le, détresse psychologique que certains ont vécu durant la pandémie de COVID-19. Alors donc, on peut dire que ce ministère-là est énorme, mais je sens que, évidemment, ce qui est très positif avec
ce ministère-là, c'est qu'on pourrait peut-être aller faire une décriminalisation des drogues dures comme c'est le cas au Portugal. Bref, si vous voulez plus en savoir de cette décriminalisation ou légalisation, vous pouvez aller sur Internet voir de ce qui se fait au Portugal dans ce dossier-là. Et si je peux dire un point, surtout au niveau de Caroline Bennett, c'est un très bon choix de enlever Bennett de tout ce qui touche aux Autochtones, puisqu'il faut se le rappeler qu'en juin, Madame Bennett a été raciste et misogyne, surtout lors d'une conversation en texto avec Jody Wilson-Raybould. Alors donc, il faut savoir que Jody Wilson-Raybould, c'était une députée indépendante, mais malheureusement, elle a eu une conversation, des drôles de messages de même, et malheureusement, Bennett a dû s'excuser. Mais bref, cela n'oublie pas que Justin Trudeau ne veut pas a fait la bonne affaire et c'est ce qui fait ça. Le prochain point positif, Steven Guilbeault à l'environnement. On peut dire que Steven Guilbeault, c'est dans son sang un peu l'environnement et tout ça. Alors donc, il faut se rappeler que Steven Guilbeault est écologiste, militant écologiste. Il a été à Greenpeace et évidemment, il a été connu, il s'est fait un nom et tout ça dans les médias. Et bref, il faut savoir que c'est bien accueilli, mais évidemment, il y a des compromis à faire. Il faut savoir que oui, c'est un choix que Justin Trudeau fait, surtout que on est on est dans une crise climatique, mais évidemment, ça n'empêchera pas à Steven Guilbeault de faire n'importe quoi en tant que ministre de l'Environnement et tout ça. Et bien sûr, si vous me posez la question de pourquoi Steven Guilbeault n'a pas été nommé ministre de l'Environnement auparavant dans les précédents ralliements ministériels ou quoi que ce soit, c'est pour vous dire que Justin Trudeau était coincé entre deux feux. Étant donné que aux élections de 2019, l'Alberta avait voté entièrement conservateur. Évidemment, Justin Trudeau ne voulait pas attirer la foudre des Albertains, surtout qu'ils étaient très protectionnistes au niveau de leur industrie pétrolière. Et évidemment, cette nomination, bien sûr, cause pour le premier ministre de l'Alberta une problématique. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas oublier que Guilbeault a été militant écologiste et là, il arrive dans ce ministère-là. Je ne sais pas à quoi que ça va donner comme relation. Peut-être un second refroidissement entre l'Alberta et Ottawa. On ne le sait pas trop. Et puis, le précédent ministre de l'Environnement, alors donc Jonathan Wilkinson et tout ça, lui s'en va aux ressources naturelles. Et là, il faut savoir que le ministère des Ressources naturelles, c'est un peu le ministère qui va faire le pied de nez à l'environnement. Et là, malheureusement, étant donné que
Wilkinson a piloté le ministère de l'Environnement, il va maintenant piloter les ressources naturelles. Et là, ça va être très intéressant puisque on va peut-être assister à un changement de mentalité dans les ressources naturelles en particulier. Et je pense que également, mes conseils pour M. Guilbeault et Wilkinson, c'est de trouver des manières de comment trouver des ressources pilotables, tout ça, parce qu'il faut savoir que oui, on a les panneaux solaires, malheureusement, en hiver, la durée du soleil, les heures d'ensoleillement baissent et tout ça, alors donc on n'a pas du tout la même affaire qu'en été. Et bien sûr, aussi, ce sera de trouver un consentement et tout ça, aussi d'apprendre à la population que que tout ce qui est voiture électrique, éolienne, panneaux solaires, ça a besoin de métaux et tout ça. Alors donc, bien sûr, il faudra trouver, avec ces deux-là, il faudra trouver un consentement entre le respect de la nature et de trouver de nouveaux endroits pour faire de mines à ciel ouvert, puisque évidemment, on va être évidemment l'environnement de tout ce qui est batterie électrique, euh, éolienne et tout ce champ d'expertise-là qu'on va aller dans les énergies renouvelables, ça demande beaucoup de matériaux, de matières premières, évidemment. Alors donc, dernier point positif, Ginette Petitpas-Taylor aux langues officielles. Et ça, pour moi, cette nomination de Madame Petitpas-Taylor, c'est, pour moi, je pense que le ministère des Affaires des langues officielles devrait toujours être gouverné par un ministre néo-brunswickois ou une ministre néo-brunswickoise. Parce qu'il faut savoir que le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province bilingue au Canada et tout ça. Et évidemment, certains disent que cette nomination-là, c'est pour faire clouer le bec au Québec et tout ça. Mais évidemment, je ne vois pas ça de même. Moi, je vois une parfaite occasion euh, pour que Ginette Petitpas-Taylor mette, mette en place ses expertises en tant que bilinguiste. Il faut tout ça. Alors donc, elle parle français, mais aussi anglais. Et voilà. Alors donc, je m'attends que Madame Petitpas-Taylor nous offre beaucoup plus de choses en matière de langues officielles. Alors donc, les points négatifs. Alors donc, les points négatifs, on retrouve David Lametti à la justice et tout ça. Alors donc, il faut savoir que avant les élections de 2021, il faut savoir qu'il y a eu disons-le, cette excuse envers les Italo-Canadiens et aussi japonais et tout ça au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Si vous voulez plus en savoir et tout ça, alors donc c'est un passage qu'on ne raconte pas trop, mais il y a eu des camps de concentration dans lesquels des Italiens, des Japonais ont été parce qu'ils étaient du mauvais camp et tout ça. Et malheureusement, David Lametti, qui est italo-canadien,
a été, disons-le, derrière on pourrait dire, cette excuse, euh, envers ces deux communautés-là. Et malheureusement, je trouve que c'est une tactique, disons-le, idiote, puisque il faut savoir que c'était le passé et tout ça, et on ne peut rien y faire malheureusement. Et même si ça hante, par exemple, regardez qu'est-ce qu'on a fait au niveau des Juifs et tout ça. Leur dire excuse et tout ça, mais malheureusement, les séquelles restent malheureusement de ce qui s'est passé au niveau de la Shoah. Bref. Alors donc, prochain point négatif, Diane Le Boutier au revenu. Alors donc, il faut savoir que Madame Le Boutier a été critiquée sur plusieurs choses. Et malheureusement, son passage en tant que ministre du Revenu national en fait partie. Surtout que il faut savoir que le Canada perd de l'argent et ça c'est beaucoup dénoncé. Et malheureusement, je pense que Madame Leboutier se repose beaucoup dessus sur des choses qui ne sont pas sourcées, et évidemment, il faut savoir que de plus en plus, même si on pense qu'on va réussir à contrôler ou à effacer les paradis fiscaux, ce sera impossible euh, puisqu'on ne fait que normaliser tout ça. Et le dernier rapport de l'OCDE, malheureusement, c'en est un exemple et tout ça. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller sur la chaîne Trouble Fait et bien sûr sur sa vidéo sur ce qui se passe en France avec les géants du web et bien sûr il en parle avec le paradis fiscaux, avec le rapport de l'OCDE. Troisième point négatif, Joyce Murray au ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Alors donc, oui, Joyce Murray, et on a peut-être voulu faire une petite inverse, disons-le, qu'on a voulu aller euh, dans l'Ouest canadien et tout ça, et non dans l'Est, même si ça a beaucoup de pêche et tout ça. Mais malheureusement, je pense que c'est plus recommandé d'avoir un député de la région des Maritimes qui connaît euh, l'industrie de la pêche parce que c'est beaucoup là d'où ça vient, de nos poissons et tout ça. Et évidemment, Josh Murray est disons-le, dans une circonscription urbaine où il n'y a pas trop de bateaux de pêche et tout ça. Alors donc, je ne sais pas quel est ce choix de gouvernance que Justin Trudeau a choisi au niveau de Madame Murray. Mais bref, on verra qu'est-ce que ça va donner tout ça. Et moi, mes prévisions, peut-être qu'elle sera peut-être échangée lors d'un prochain remaniement ministériel. Dernier point négatif, alors donc Carla Caldwell, tout ça, alors donc, bon. Alors donc, ministre de l'Emploi.
Il faut savoir que ça part très mal pour cette ministre-là, puisque, comme vous le savez, les non-vaccinés ne recevront pas une assurance d'emploi, tout ça. Alors donc, vraiment, je pense que Madame Catchword aurait dû totalement, totalement rester sous silence et bien sûr de ne pas mettre cette loi qui est discriminatoire entièrement. Et bien sûr, donc vous voyez réellement, cette ministre-là, elle part réellement très mal ses prochains 4 ans en tant que ministre de l'Emploi. Mais bref. Alors donc, les ministres qui sont surveillants. Alors donc, c'est pas des points positifs, c'est pas des points négatifs, mais il faut réellement les surveiller. Alors donc, on va commencer par Anita Anand, qui est ministre de la Défense nationale, la deuxième femme qui occupe ce ministère et tout ça. Alors donc, bien sûr, Madame Anand, elle a géré de très gros défis. Alors donc, elle a été ministre de l'approvisionnement. Évidemment, elle a dû gérer les commandes de vaccins pour le Canada. Et maintenant, en tant que ministre de la Défense nationale, elle doit gérer cette crise des agressions sexuelles dans l'armée. Alors donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va faire un changement et tout ça? Parce que c'est pas parce que c'est une femme que tout va se régler et tout ça. Je fais rien que ce petit message-là parce que beaucoup de femmes pensent que les hommes sont tellement problématiques qu'il faut les éradiquer de la planète ou presque. Bref. Il faudrait que, avant de célébrer cette demande qui était criante et tout ça, euh, on va, euh, on va commencer à surveiller et si ça se passe bien, eh bien, on pourra la considérer comme un point positif, mais ça va pas, ça serait plutôt négatif pour l'image de Justin Trudeau. Autre ministre à surveiller, Mélanie Joly, qui monte en grade pour les affaires étrangères. Alors donc, Mélanie Joly, on la connaît beaucoup. Elle a occupé beaucoup de ministères dans le gouvernement de Justin Trudeau. Mais le ministère des Affaires étrangères, Madame Joly va avoir à faire face euh, à la Chine et tout ça. Alors donc, il faut savoir que le Canada doit prendre du galon. Mais malheureusement, je dois vous dire quelque chose. Attendez-vous pas à des gros changements et tout ça, que le Canada devienne plus tough envers la Chine, puis tous ces trucs-là, aucunement. Aucunement, alors donc, je me doute du choix de Justin Trudeau. Mais, autre chose à dire, si Madame Joly commence à faire des crises, disons-le, féministes, dans le sens que, bon, on se le rappelle bien, que elle avait eu des critiques en rapport de la CAQ de François Legault qui disait de choisir voter conservateur ou voter pour le Bloc québécois. Et elle avait dit que en tant que femme, elle n'aimait pas se faire dire quoi faire. Vraiment, je pense que Madame Joly va mettre plus dans l'embarras Justin Trudeau avec ces types de crises-là que euh, bref. Oui. Le prochain à surveiller, Mark Miller,
aux relations couronnes autochtones. Alors donc, le poste qui était occupé précédemment par Caroline Bennett. Alors donc, il faut savoir que c'est un ministère qui est très lourd et tout ça. Alors donc, Mark Miller a été dans le ministère des Services aux Autochtones, mais aussi, là, c'est un ministère qui a un rapport avec les Autochtones, mais qui est plus coriace. Alors donc, s'il y a réellement une crise qui arrive, quoi que ce soit dans les communautés autochtones, c'est lui qui va devoir aller discuter tout ça et on lui souhaite bonne chance parce que on se rappelle les crises des Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, ça n'a pas été du tout facile pour Madame Bennett et bref, et tout ça. Alors donc, c'est ce qui complète notre analyse du cabinet et tout ça. Alors donc, si vous avez quoi que ce soit comme commentaire à ajouter au niveau du de Justin Trudeau et tout ça, alors donc, écrivez-les dans les commentaires et bref. On change on change de sujet, excusez-moi, je qui et tout ça. On va parler d'inclusivité et tout ça. Alors donc, comme vous le savez, gouvernements, les gouvernements que Justin Trudeau a dirigés et, et tout ça, alors donc, au nombre de ses cabinets et tout ça, en 2015, il nous a présenté son cabinet qui était paritaire, représentatif de tout le Canada et tout ça. Alors donc, on peut dire une petite communauté arc-en-ciel de ce qu'il y a au Canada et tout ça. Alors donc, voici ce qu'il faut pour vos ingrédients d'un cabinet inclusif. Alors donc, vous avez besoin de blancs, soit des autochtones, je veux dire, des anglophones ou des francophones, de toute façon. Des personnes racisées. Alors donc, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, qui est ce qu'on voit aussi dans le cabinet. Et malheureusement, il y a un problème qui s'impose et tout ça. Alors donc, oui, Justin Trudeau a mis Guilbeault à l'environnement et Jonathan Wilkinson au ministère des Ressources naturelles, surtout pour la crise climatique. Là, la troisième chose, je veux dire, la deuxième chose qui n'a pas du tout complété, c'est d'avoir juste mis comme ministre d'avoir comme une seule personne autochtone dans dans son cabinet et tout ça. Et on sait qu'avec les Autochtones, ça a été très difficile cette année. Et malheureusement, je pense que on n'est pas prêt. Oui, on a nommé une gouverneure générale d'origine autochtone, genre la première. Et malheureusement, la seule personne qui a été nommée qui est d'origine autochtone, c'est Dan Vandal, un métis du Manitoba. Et malheureusement, il n'y a pas, il y a toujours eu une seule personne autochtone et pourtant, ça n'a pas, ça n'a pas, ça n'a- c'est très problématique parce que ça ne, ça ne permet pas de dire à la population, regardez, nous sommes ouverts, nous avons plus qu'une personne autochtone
dans notre cabinet. Et malheureusement, je pense que Yvonne Jones, la députée de Labrador, qui est une Innu métisse, aurait pu être aussi nommée ministre aussi, question d'ajouter plus d'Autochtones et tout ça, parce que ça représenterait peut-être davantage plus le Canada. Malheureusement, le cabinet est déjà fait et peut-être que Yvonne Jones va peut-être seulement rester une députée ordinaire ou sinon va aller vers des secrétariats qui sont proposés et tout ça. Et ça remet beaucoup en cause aussi la tendance qui a été suivie au niveau de la Nouvelle-Zélande. Alors donc, il faut vous dire que lorsque Cindy Kiro, alors donc qui est l'actuel gouverneur général de la Nouvelle-Zélande, a été nommé, cela a créé une très grande nouvelle. Et beaucoup de partis, notamment le Parti vert, avaient demandé que le Canada suive l'exemple et tout ça. Et bref, c'est ce qui s'est passé et tout ça, même si ce n'est pas parfait et tout ça. Et l'autre nouvelle qu'il a fait, parce que le gouvernement néo-zélandais a beaucoup créé davantage le buzz dans l'actualité mondiale, surtout en mettant une Maori au ministère des Affaires étrangères. Alors donc, elle se nomme Nanaia Ma'uta et tout ça. Alors donc, vous pouvez pas, disons-le, disons-le, la rater ou sinon ne pas reconnaître son visage et tout ça, puisque elle a un moko et tout ça. Alors donc, elle a un tatouage sous le menton et tout ça qui est typique de la culture maori et tout ça. Mais il faut savoir également que le gouvernement néo-zélandais fait plus preuve d'inclusivité au niveau des députés d'origine maori que de députés, disons-le, racisés, tout ça. J'ai vu un peu la composition de leur cabinet. Bref, c'est très difficile. Je pense que j'en ai vu une ou deux personnes qui sont des personnes racisées, tout ça. Et bon, bref, le Canada a peut-être une personne, mais c'est très peu et tout ça. Et on pense que peut-être que Madame Yvonne Jones, la députée du Labrador, qui est une Inuit métisse, va peut-être intégrer le cabinet de Justin Trudeau. Et on l'espère très bien. Alors, c'est un peu tout. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous préciser dessus les résultats, puisque le même jour qu'on a formé le cabinet, il y a eu les résultats du fameux référendum albertain. Et tout ça, alors donc, ça a été un vote, disons-le. J'essaie juste de... Est-ce que je peux... Bon. Ok. J'ai tout. Ok. Là, c'est installé. Ok. Les résultats. Alors, donc, les résultats officiels. Les Albertains ont voté pour le retrait de la péréquation avec 61,68%
des voix contre 38,32% des voix qui étaient contre. Au niveau de leur au niveau d'arrêter de suivre leur avancée, là, ça a été un vote très serré. Alors donc, il a été rejeté. Alors donc, à plus de 50,24% contre 49,76% de personnes qui avaient voté pour le retrait de leur avancée. Alors donc, c'est ce qui conclut notre vidéo. On se retrouve prochainement. Ciao!